Salut everybody tout le monde, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. C'était l'intro obligatoire évidemment pour un mardi. Dédicace à la régie qui nous accompagne aujourd'hui, c'est Olivier. Et avec moi, pour aborder le sujet de l'IAM chez OVH Cloud, j'ai la joie d'avoir Guillaume, que je vais peut-être tout simplement, je vais te laisser te présenter pour commencer. Pas de Dis-nous souci. ce que tu fais chez OVH. Donc, du coup, Guillaume, je suis product manager chez OVH et plus particulièrement en charge du périmètre de l'IAM chez OVH, celui qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Très bien. Donc, je pense que pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité, vous avez dû voir que l'IAM arrivait chez OVH. On a une phase de bêta dont on vous donnera un petit peu des détails tout à l'heure, notamment les accès pour pouvoir s'enregistrer sur cette bêta. Et puis, l'idée, c'était de voir avec toi aujourd'hui, Guillaume, d'avoir un peu des explications, peut-être dans un premier temps déjà, de définir un petit peu ce qu'est l'IAM au sens général. Et puis après, on verra ce qui est existant aujourd'hui chez OVH, ce qui arrive chez OVH, et surtout, ce qu'on aime beaucoup ici, du concret, et on fera une démo pour illustrer ce qui est déjà disponible aujourd'hui. The floor is yours, je t'en prie. Qu'est-ce que l'IAM? Merci. Donc, déjà, pour commencer, IAM, c'est un acronyme pour Identity and Access Management. Ce sont donc des fonctions qui vont permettre de gérer les identités et les droits d'accès des utilisateurs sur, là, en l'occurrence, les différents produits OVH. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, dans l'IAM, côté OVH, on va identifier deux piliers différents. On va voir d'abord la partie SSO, donc pour SSO pour Single Sign-On, qui sont toute la notion d'authentification unique au sein des différents produits OVH. L'objectif de ce pilier-là, ça va permettre d'un utilisateur de lui permettre d'utiliser son même compte pour se connecter partout. Et voir si on va un peu plus loin, que ce compte-là, ce ne soit pas forcément un compte local à OVH, mais un compte qui provienne d'une fédération d'identité, donc d'un IDP, donc un compte qui provient de son annuaire d'entreprise typiquement, qu'avec ce compte-là, il puisse se connecter à la fois sur le manager OVH, à la fois sur différents produits d'OVH. Donc Ouais. ça, c'est le premier pilier. Premier pilier, on pourra peut-être même y consacrer un Twitch une prochaine fois, puisqu'il y a déjà des choses existantes. Je vous invite à consulter la documentation. Il y a déjà des éléments pour de la fédération avec déjà pas mal de choses. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour le second pilier. Voilà. Et le deuxième pilier, c'est la gestion des droits d'accès fin. L'objectif de ce pilier-là, c'est de permettre de donner des droits d'accès très granulaires aux utilisateurs et donc d'être capable de leur donner des droits d'accès sur des serveurs spécifiques, sur certaines actions spécifiques. L'objectif étant d'aller le plus loin possible, le plus finement possible pour refléter les différents besoins, les différentes contraintes de chaque organisation, les différents droits en fonction de leurs propres habitudes, qu'elle puisse refléter ces droits, cette organisation, sur les différents produits OVH au niveau des droits d'accès. J'ai envie de dire allons-y. Peut-être qu'on peut commencer par la meilleure chose quand on a une explication. Un petit dessin pour nous expliquer un peu tout ça, un petit schéma. Donc aujourd'hui, là, on va se concentrer donc sur cette deuxième brique, cette partie de gestion des droits d'accès. Et donc pour ça, on va utiliser quelque chose d'assez classique. On va permettre de définir des politiques d'accès. Donc une politique, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison de trois éléments. Le premier élément, ce sont les identités. Donc on va pouvoir y associer une ou plusieurs identités. Une identité étant soit un compte qui provient d'une base locale, un compte qui est propre au compte OVH, un compte ou un groupe d'utilisateurs, ou un compte qui provient, donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, d'une fédération d'identités, donc un compte qui provient d'un annuaire d'entreprise, par exemple, ou un groupe d'utilisateurs qui provient de cet annuaire d'entreprise. Donc, ces identités vont constituer le premier bloc, la première information, donc une ou plusieurs identités. Deuxième information, ça va être les ressources. Donc les ressources, ça va être les différents serveurs, les différents noms de domaine, les différents produits qu'on va pouvoir consommer au sein d'OVH. Donc ça peut être des serveurs VPS, des noms de domaine, des Un environnements petit peu tout ce qu'on public va trouver comme produit trouver. chez OVH finalement. Voilà. Donc là encore, on va pouvoir définir un ou plusieurs produits, ou une ou plusieurs ressources du coup. Et enfin, le troisième bloc, ce sont les actions. Donc ce sont les droits qu'on va effectivement donner aux utilisateurs sur ces ressources. Donc si on parle d'un VPS, on va pouvoir donner le droit, par exemple, de le redémarrer, de l'éteindre, l'allumer, de le migrer. Si on parle d'un nom de domaine, de pouvoir le créer, le supprimer, et ainsi de suite. Donc voilà, tous les droits qui vont être propres à chaque produit. Et donc dans la politique d'accès, on va combiner ces trois informations et on va avoir une politique d'accès qui va permettre, par exemple ici, de donner comme droit à mon utilisateur user 1, c'est un utilisateur local à OVH dans cet exemple-là, d'aller interagir avec mon VPS PS2 et de pouvoir le reboot. Donc avec cette politique d'accès, mon user va pouvoir faire cette action sur cette ressource. Donc on part d'une base par défaut qui n'attribue aucun droit. Donc, par défaut, les utilisateurs sont dans un mode zero trust, moindre privilège. Donc, on va créer un utilisateur, il ne va avoir
aucun droit sur quoi que ce soit. Et si et seulement si on lui attribue des politiques d'accès, des droits via ces politiques d'accès, mon utilisateur va pouvoir commencer à faire quelque chose, à pouvoir interagir avec les serveurs, les domaines, et ainsi de suite. Donc cette politique va vraiment être le socle, la base de tous les droits d'accès qui vont être attribués aux utilisateurs au sein des différents environnements d'OVH. C'est ce qu'on va d'ailleurs rapidement pouvoir aborder dans la démo. Donc si je résume un petit peu rapidement, toute cette manipulation qu'on va faire pendant la démo, l'idée, ça va être d'assembler ces fameuses policies, et on va essayer de voir comment on assemble ces identités, ces ressources. On a vu que dans les ressources, on descendait jusqu'à l'instance même du produit qu'on est en train de manipuler, et puis les actions. On va voir ça. On va mettre en œuvre, tu vas nous montrer ça, dans une démo, tout ce qui est de plus concret. Exactement. Donc, je te propose, pour commencer, on va se connecter avec un premier utilisateur qu'on va appeler Stéphane. Et Stéphane, mon utilisateur, il va avoir des droits assez larges, puisqu'on va partir plutôt du principe que c'est, par exemple, un développeur senior, ou en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est assez Au sein d'une confiance. équipe qui a la possibilité de faire beaucoup d'actions. Voilà. Et donc Stéphane, bah, lui, effectivement, il a des droits assez larges. Donc déjà, on va voir qu'en termes de ressources, par exemple, il va y avoir un certain nombre de choses. Il va pouvoir lister un certain nombre de serveurs dédiés, de serveurs VPS. Voilà, on voit qu'il y a une très grande liste, par exemple, de VPS. Voilà. Donc Stéphane, il a beaucoup de droits, donc non seulement en termes de nombre de serveurs auxquels il va avoir droit d'accès, mais aussi d'actions au sein de ces serveurs. Donc il va pouvoir aller voir les IP, les redémarrer, les éteindre, les supprimer peut-être, parce que bon, voilà, je lui fais confiance, je sais que s'il supprime un serveur, c'est pour une bonne raison. Ensuite, on va pouvoir basculer sur un autre type d'utilisateur, un utilisateur plutôt type stagiaire. Donc, je vais me déconnecter, je vais prendre un autre utilisateur qu'on va appeler Igor. Et Igor, lui, donc, comme je disais, ça va être plutôt un stagiaire. Du coup, je vais lui faire moins confiance, je vais lui donner moins d'accès. Donc, déjà, en termes de périmètre, Igor, il ne va pas voir tous mes serveurs dédiés, parce que trop sensible. Il va voir parmi mes VPS que 2 VPS, et pas les autres. La liste tout à l'heure était bien plus longue, effectivement. Voilà, on est passé d'une quinzaine à 2 VPS. Et je lui donne ces deux-là parce que, par exemple, ce seraient mes environnements de test, et je ne veux pas lui donner accès à la prod, parce que voilà, il n'est que stagiaire, on va le temps qu'il apprenne un petit peu. Et voilà. On parle de stagiaire, mais on peut imaginer, dans un service, on a forcément des gens qui, fonctionnellement, n'ont pas les mêmes attributions, donc ils n'ont pas besoin d'avoir accès à tout à chaque fois. Ça peut être voilà, un admin réseau qui accède à certains éléments, et un admin de système à d'autres, parce qu'ils n'ont pas le même périmètre, ils n'ont pas raison d'avoir les mêmes droits. Et donc là, si je continue ici sur mon Igor, donc non seulement il voit que 2 VPS, mais dans ces 2 VPS, il va avoir moins de choses. Par exemple, ici, lui, il n'aura pas accès aux IP. Parce que j'estime que les IP de ces serveurs, même si c'est du dev, c'est une donnée sensible et je ne souhaite pas lui donner de l'accès. Ou si on imaginait tout à l'heure, on vient d'évoquer des admins réseau, par exemple. Exactement. Un admin réseau aurait pu les voir, mais un admin système n'a pas forcément besoin. Encore que mon exemple, pour les IP, n'est pas forcément. Disons qu'on a une finesse de détail qu'on peut choisir, effectivement, c'est ce qu'on vient de voir. Ou peut-être plus classiquement, Igor, en tant que stagiaire, lui, ne va pas avoir accès aux informations de facturation sur ce serveur-là. Voilà, c'est plus clair, ça. Là, voilà, il n'a pas besoin de savoir quand est-ce qu'il est renouvelé, combien il coûte, il n'a pas besoin de pouvoir supprimer ou ajouter des choses sur cette facturation. Il est stagiaire, il n'a pas besoin de ces informations. Donc on va pouvoir revenir comme ça vraiment très finement sur les droits. Donc on a vu ici les IP. On peut voir ici, on va faire un autre exemple. Igor, il a peut-être le droit de lister les différents backups qui sont gérés, enfin qui sont créés pour ce VPS. Mais Igor, il ne va pas pouvoir modifier l'heure parce que s'il veut faire des blagues et que ce soit plus à 2 h du matin, mais à midi. En pleine journée, quelle bonne idée. Par exemple. Voilà. Dans le doute, je ne lui ai pas donné le droit. Donc ici, on voit qu'il n'a pas eu le droit, ça indique explicitement, Igor, il n'a pas eu les droits d'aller faire cette action parce que tout simplement, je ne lui avais pas donné explicitement ses droits. Donc voilà concrètement à quoi ça ressemble à IAM côté utilisateur, comment ça se matérialise. Ça se matérialise comme ça. Un utilisateur, en fonction des droits qu'on lui donne, il verra un nombre de ressources limitées, et dans ce nombre de ressources limitées, il aura un set d'actions, de droits d'accès, qui va être lui-même aussi limité. Donc l'utilisateur va faire uniquement ce que je lui donne le droit d'accès, ni plus ni moins. On retrouve vraiment cette notion importante de zero trust. Donc de base, on part d'une base où on n'a aucun droit, et on va augmenter petit à petit ces droits en fonction de la confiance qu'on construit avec l'utilisateur. Très bien, on a vu l'aspect donc visuel, comment on constate ces droits. Maintenant, je pense que tu vas nous montrer comment ça se passe concrètement quand on veut consulter et agir sur toute cette finesse de droit, comment on va pouvoir manipuler tout ça aujourd'hui. Pour manipuler les politiques d'accès, aujourd'hui, on va s'appuyer donc sur des API. Donc on reviendra un peu plus tard sur les parties interface graphique, mais dans un premier temps, on va se baser sur des API.
Donc un petit aparté ici, vous avez du coup la nouvelle console d'API, vous avez peut-être eu l'occasion de la manipuler. Je pense qu'on l'a déjà vu dans certains Twitch. C'est l'endroit qui permet en fait de tester et d'évaluer, d'explorer les différentes API, les différents produits que vous avez à gérer. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, puisque c'est utilisé dans tous nos produits. C'est quelque chose d'assez central chez OVH Cloud. Et donc, on va retrouver ici sur cette console d'API les API liées à l'IAM, qui vont permettre d'aller créer des politiques d'accès, d'aller supprimer, de les gérer, d'aller gérer éventuellement les utilisateurs, ainsi de suite. Et donc là, dans un premier temps, on va pouvoir déjà lister les API, les politiques d'accès qui sont créées sur ce compte. Et on voit tout de suite, d'ailleurs, celle qui tout de suite va m'intéresser, la première API, qui est mon API, ma politique d'accès, qui contient les droits pour mes stagiaires, justement. Donc la politique d'accès, on l'a vu tout à l'heure, elle était composée de 3 blocs. Il y a aussi bien sûr des éléments de configuration un peu propres à la politique en elle-même. Donc on va retrouver bien sûr un ID qui va permettre d'aller la manipuler, le compte auquel elle est rattachée, un nom, une description. Et on va retrouver ensuite les 3 blocs qu'on évoquait tout à l'heure, les identités, les ressources et les actions. Donc la politique d'accès, on retrouve ces 3 éléments et c'est comme ça qu'on va pouvoir la manipuler. Et donc on va voir ici par exemple que mon groupe, ma politique qui concerne mes stagiaires par exemple, on va retrouver une identité, qui est mon groupe d'utilisateurs de stagiaires, l'interne, les 2 ressources, les 2 VPS qu'on voyait tout à l'heure qui vont apparaître ici, donc les 2 auxquels j'ai donné le droit d'accès, et on lui a donné aussi un peu de droit en pratique sur le compte OVH en lui-même, pour certaines informations qui vont être nécessaires pour mon stagiaire, mais on retrouve bien les 2 VPS et pas la liste des 15 qu'on a évoquées tout à l'heure. Et ensuite, on va retrouver la liste de toutes les actions qui sont autorisées pour cet utilisateur-là. Donc il va pouvoir, par exemple, on l'a vu ici, lister les backups automatiques. On va pouvoir aussi lister, alors, je viens de dire un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Oui, profite. D'ailleurs, n'hésitez pas. Vous le savez, vous connaissez la règle du jeu avec nos Twitch. On est là pour essayer d'échanger aussi avec vous. Donc, on surveille le chat. Olivier à la régie surveille le chat. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Et même si ça paraît un détail, comme on a du mal à voir sur l'écran, ça fait rien. Il n'y a pas de mauvaise question si ça vous permet de mieux appréhender la démo qui est en cours. Voilà. Voilà, donc on a ici la liste des actions. Je ne vais pas forcément rentrer dans tout le détail, mais voilà. Typiquement, mon stagiaire va avoir des actions qui vont être plutôt de lecture, lister les backups automatiques, la liste des serveurs, les disques, l'usage des disques, ce genre de choses. Et donc, on voit là vraiment tout le niveau de finesse des actions. Donc, on va avoir une liste d'actions qui va être éventuellement assez conséquente, puisque l'objectif est de pouvoir être très fin, très granulaire. Aujourd'hui, on a une action concrètement par call d'API. Donc, c'est-à-dire pour chaque call d'API que vous allez retrouver dans les API OVH, on va avoir une action qui va y être associée, qui va permettre de donner unitairement un accès à cette API précisément, et pas les autres. Voilà, la IAM, l'idée, c'est bien entendu de gérer les droits de tout ce qui fait cette ossature de tous les produits au sein d'OVH Cloud. Et donc, si on peut descendre jusqu'à chacune de ces actions, une par une, ça va nous permettre de régler au mieux, en tout cas. Ça paraît vaste, mais au moins, on a le détail de chacune de ces actions. Ça permet d'être le plus fin possible. On va retrouver aussi, si on continue un peu à descendre, certaines autres politiques qui ont été créées par défaut. Notamment, par exemple, on a une politique pour autoriser le compte NIC, le compte root du compte OVH, lui imposer des droits root sur le compte, donc lui autoriser toutes les actions sur toutes les ressources, tout simplement pour éviter qu'il y ait des mauvaises manipulations, on puisse se bloquer complètement. Ce serait dommage de se retrouver coincé à l'extérieur de son propre compte, voilà. Je te l'accorde. Donc, il y a quelques politiques par défaut, par exemple, qui vont être créées pour refléter aussi l'équivalent des NIC-Tech, NIC-Admin, NIC-Billing qui pouvaient exister. Donc, on va transformer ces fonctions en politique d'accès et on va pouvoir ajouter ensuite les siennes par la suite. Un point qui est important et que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est bien sûr, ces politiques d'accès sont cumulatives. Donc, si un utilisateur est affecté par plusieurs politiques, on va lui cumuler les droits. Donc, on peut imaginer, par exemple, qu'on a notre stagiaire, Igor, qui a les droits des stagiaires par défaut, mais parce qu'il est aussi stagiaire plus précisément dans l'équipe réseau, on va lui donner les informations des IP parce que là, dans le cadre de son stage au sein de l'équipe réseau, c'est nécessaire. Donc, il y aura une politique stagiaire, une politique équipe réseau. On va cumuler les 2 droits. Mon petit cœur d'ancien administrateur remercie ce genre de fonctionnalité parce que c'est bien d'avoir cette granularité. Mais effectivement, c'est important de pouvoir regrouper dans des entités un petit peu plus logiques. Là, on a évoqué les différentes possibilités. On a évoqué un stagiaire, mais on comprend bien que ça peut être quelqu'un qui peut être amené à manipuler un peu de réseau, un petit peu des produits, je ne sais pas, dans le public cloud. Et donc, on va pouvoir avoir des politiques qu'on va pouvoir partager et non pas réécrire, évidemment,
chaque utilisateur, on ne va pas réécrire une politique complète de chacune des actions pour chaque utilisateur. Ce serait un peu beaucoup quand même. Hein. Alors, ce serait efficace. Oui, ça fonctionnerait. Mais un peu fastidieux. Mais un petit peu de risque d'erreur. Aussi. Donc, ce que je propose maintenant, c'est que notre stagiaire, il a peut-être pris un peu de confiance, un peu de galon. En tout cas, on s'est rendu compte que les droits qu'on leur avait donnés étaient peut-être un peu trop restrictifs. Ça se passe bien. On va vouloir leur donner un peu plus de droits. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais modifier ici ma politique d'accès. Donc, pour ça, je vais reprendre l'ID que j'avais opportunément copié-collé auparavant. Donc, je vais reprendre mon ID et on va aller modifier sa politique d'accès. Donc, on va reprendre celle qui était déjà existante, que j'avais aussi récupérée pour éviter de quelques copier-coller. Et on va ajouter quelques droits. Donc, je propose de rajouter 2 droits, ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, qui vont être, par exemple, ici. Donc, les droits sont, a priori, bien menés. Voilà. Et donc, on va ici autoriser 2 droits, donc, qui sont normalement assez évocateurs. On va lui permettre de replanifier, de replanifier les backups automatiques, parce qu'il n'a pas eu le droit tout à l'heure, et on va lui donner le droit d'aller lister les IP des serveurs VPS. Mais encore une fois, toujours sur la liste des ressources qui ont été déclarées avant, donc encore une fois, toujours sur mes 2 VPS qui apparaissent à la fin, sur mes 2 VPS qui sont ici, et pas les autres. Pour tous les types de ressources et d'actions, outre la documentation, quand vous êtes dans la partie qui vous permet d'explorer l'API, vous verrez qu'il y a la possibilité de lister l'ensemble des ressources que vous pouvez voir, l'ensemble des actions par ressource. Donc, rien que par l'API, il y a déjà une richesse de documentation quelque part qui est déjà présente. Ouais. Alors, vous avez aussi retrouvé justement dans la console, d'ailleurs, pour chaque code API, vous avez le droit qui apparaît. Si jamais vous voulez savoir quel est le nom du droit associé à un call d'API et que vous connaissez le call d'API, en allant dans cette nouvelle console, lire le call d'API, enfin l'entry point qui correspond en fait. Oui, bien sûr. Vous allez retrouver le nom du droit que vous pouvez réutiliser par ailleurs. Donc là, j'ai fini d'actualiser ma politique d'accès. Je la valide. Elle a été créée. Et donc maintenant, tous mes stagiaires de mon groupe stagiaire ont accès à ces 2 nouveaux droits, donc pouvoir replanifier les backups automatiques et lister les IP. Alors, on ne va pas te croire sur parole, on va aller vérifier, évidemment. On va aller vérifier. Donc là, je reviens sur mon compte de test, donc nos fameux IOR. Je vais retourner ici sur mon VPS. Et on va voir que maintenant, ici, nous avons... Bon, je vais actualiser la page complètement. Parce qu'on était resté connecté, donc il faut qu'il y ait une mise à jour vu qu'on a modifié les politiques de droit. Et donc là, voilà, on voit bien que maintenant, mon stagiaire, Igor, il a le droit de voir les IP. Il n'avait pas le droit tout à l'heure. Et si on change l'heure du backup, et que cette fois-ci, il a un peu compris que changer des backups pour les mettre en pleine journée, c'était pas forcément une idée. On va remettre plutôt à 1h du matin au lieu de 2h. Voilà, on lui a demandé d'ajuster pour X raisons. Il va faire son action. Et donc là, cette fois-ci, il a les droits, donc ça passe. Il a pu changer l'heure de son backup. Vous vous rappelez la mécanique, on est dans le console manager. Le console manager fait appel en fait, à ces API. Et donc, comment on a appliqué une politique de droit sur ces API, le droit auquel nous lui avons refusé tout à l'heure le droit de modifier les backups, maintenant, il a la possibilité de les replanifier effectivement. Donc, tu ne nous as pas menti, bravo, effectivement. Voilà. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne, on peut attester. Donc, voilà. Donc là, il y a bien tout le cœur de l'IAM. Je peux donner accès à des fonctions très spécifiques, très précises, sur des ressources bien spécifiques à des groupes utilisateurs. Et en fonction de qui ils sont, des groupes dans lesquels ils sont référencés, on va agréger tous les droits de l'utilisateur et à la fin, on va lui dire, voilà, tu as le droit de faire telles actions sur tel serveur, et ni plus ni moins. Tu as le droit de faire ce qu'on t'a donné le droit, et tu ne vas pas pouvoir aller modifier des choses en production alors que tu n'es pas censé pouvoir le faire. Ouais, tout à fait. Comme le signale un utilisateur du chat, Dadideo, il nous dit c'est top, une granularité de droit. Effectivement, si on veut réellement administrer de manière précise et sérieuse, il vaut mieux avoir cette granularité à la base. Alors, on l'évoquait tout à l'heure aussi, effectivement, l'intérêt de pouvoir être très fin, très granulaire, c'est de pouvoir refléter des fonctions, enfin, des organisations très précises. Mais si on veut être peut-être un peu moins précis parce que on n'est pas multinational et qu'on est 4 admins, pas besoin d'être très précis, on a proposé des systèmes qui vont permettre de gérer des choses un peu plus, à un niveau un peu plus macro, on va dire. Donc, on va pouvoir mettre des wildcards, par exemple, dans les droits. On travaille aussi sur des notions de groupes de droits qui vont être préconfigurés par OVH, parce qu'on connaît un peu les utilisateurs, on connaît les droits, et on sait que... Pour faciliter des formes de templates de policy déjà préexistantes, des choses de ce genre-là. Gérer les backups d'un serveur VPS, il faut quelques droits, pouvoir les lire, les modifier, ainsi de suite.
on va vous faire des packages de droits un peu déjà préécrits pour que vous puissiez vous en servir directement et sans rentrer dans ce niveau de finesse si vous ne souhaitez pas le faire. Après, bien Quitte à sûr, ajuster, bien entendu, comme on l'a vu, voilà. ces politiques sont ajustables Mais si dans on un souhaite deuxième aller temps, dans le niveau de finesse, bien sûr. on peut tout à fait le faire sans aucun problème. Bien entendu. Eh ben, je crois que là, on a vu de manière concrète, après ce petit schéma de point de départ, on a vu exactement comment associer ces identités, ces ressources et ces actions au sein de ces policies, de ces politiques de droit. Euh, Peut-être que maintenant, tu peux nous dire un petit mot de concrètement, aujourd'hui, chez OVH Cloud, où est-ce qu'on en est de cet IAM, ce qui est disponible, pas disponible et où ça va. Et au niveau de l'IAM, ce qu'on vient de présenter, donc vraiment ce périmètre-là de pouvoir créer des politiques d'accès via API et sur les API, c'est quelque chose qui est disponible sous forme de bêta. Donc on a déjà quelques clients qui jouent le jeu et qui nous ont permis d'affiner un peu la fonction et de commencer à créer leur propre politique. Donc déjà, pour les remercier si jamais ils sont connectés. On va peut-être rappeler d'ailleurs tout simplement le lien d'accès au lab, hein, voilà. Les fonctionnalités chez OVH Cloud, quand elles arrivent à maturité, qu'elles sont dans une phase de programme de bêta, il y a une page qui permet en fait, tout simplement de s'enregistrer pour dire que vous êtes intéressé par programme de bêta. Il ne s'agit pas de bloquer l'accès à qui que ce soit, mais ça permet aux équipes, là en l'occurrence côté IAM, de monter en charge progressivement et puis de faire en sorte que ça se déroule pour le mieux. Donc, hop, je vois que le lien est apparu au miracle de la régie. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller sur cette page, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Je pense que tu peux le partager effectivement sur ton écran. Ouais. Voilà, sur la page Lab, vous allez avoir, tant qu'elle arrive, un petit bouton pour demander à être inscrit à la bêta. Donc ça nous envoie un petit message et puis on vous inscrit manuellement. Enfin, en tout cas, on active la bêta sur votre compte. Et à partir de là, vous pourrez faire exactement ce que je viens de faire, donc de créer des politiques d'accès pour commencer, si vous le souhaitez, même sur vos propres utilisateurs, si c'est un compte que vous utilisez au quotidien, commencer à restreindre les droits d'accès via cette IAM. Donc ça, c'est la bêta, elle est disponible dès à présent, comme on vient de l'évoquer. On a ensuite, bien sûr, un certain nombre de choses qui arrivent. Bien entendu. Première étape, on va pas s'arrêter là. Ça va être des interfaces graphiques pour le faire quand même de manière un peu plus visuelle et peut-être un peu moins austère pour ceux qui ne sont pas forcément des grands adeptes de tout manipuler par API. Donc on a des interfaces graphiques qui arrivent, donc qui sont là d'ici quelques semaines. L'objectif étant que cette fonction de d'IAM, donc avec les interfaces graphiques et la possibilité donc, de gérer des droits d'accès sur les API, arrive d'ici avant l'été. Donc courant juin, c'est à peu près la fenêtre qu'on vise. Je pense que de toute façon, il suffit de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On communiquera à ce moment-là avec un grand plaisir pour annoncer quand ce sera arrivé. Ouais. De toute façon, c'est quelque chose d'assez naturel chez OVH Cloud dans la mesure où cette API étant sous-jacente à votre console manager. Le console manager, c'est ce que vous avez sous les yeux quand vous vous connectez avec votre profil client. Derrière, de toute façon, ça s'appuie sur cette API. Donc l'API étant présente en bêta, et ça se passe très bien jusque-là, la construction du console manager devrait suivre normalement. Merci aux équipes qui bossent dessus. C'est pas mal de boulot et ça avance plutôt bien. Et la suite, là on a évoqué donc effectivement la possibilité de donner des droits d'accès sur les API, mais il faut savoir que dans l'environnement OVH, il y a d'autres produits qui ne s'appliquent pas forcément sur les API. Donc je pense typiquement aux environnements liés aux environnements VMware, aux environnements public cloud qui s'appuient sur d'OpenStack par exemple. Tout à fait. Comme là, c'est une des particularités d'OVH, pas la main sur le VMware, on ne va pas pouvoir développer le VMware pour qu'il vienne s'interfacer avec notre système, on a dû trouver d'autres moyens On trouve des moyens de collaborer pour y parvenir. Voilà, de faire transiter ces informations. Donc voilà, on a testé, on sait comment faire, donc on est en train de finaliser cette mise en place. Et donc l'objectif, c'est pareil, d'ici courant de l'été, ou en tout cas fin de l'été au plus tard, d'intégrer aussi dans cette partie de l'IAM, donc la possibilité de gérer des droits sur les environnements VMware et OpenStack dans un premier temps. Et ensuite, petit à petit, on va intégrer tous les autres produits qui ont ces contraintes-là de ne pas forcément s'appuyer sur les API OVH, donc de pouvoir les intégrer eux-mêmes dans l'IAM petit à petit. Petit à petit, on va avoir un maillage qui va s'étendre avec des correspondances entre ces différents systèmes et la partie IAM chez nous. Pour donner des ordres de grandeur, notre recensement permet qu'on a environ 60% des produits qui sont complètement compatibles avec les API, en tout cas qui sont pilotés entièrement par API, et donc qui sont des joints environ complètement intégrés fonctionnels dans les API, dans l'IAM. Sur les autres produits type VMware, pour prendre peut-être le plus parlant, il y a quand même un certain nombre d'actions qui sont déjà aujourd'hui pilotables par API, donc tout ne sera pas possible, mais
il y a quand même une base qui est possible. Il y a déjà de l'existant, on ne parle pas de zéro du tout, en fait. Et là, du coup, on parle de quasiment 100%, 95% de tous les produits OVH qui ont quand même au moins un certain nombre d'actions qui vont pouvoir être pilotées. Et voilà. Donc le travail sur les prochains mois va d'aller chercher les derniers pourcents pour qu'à terme, tous les produits OVH puissent être pilotés en termes de gestion de droit via la YAM. Et donc c'est quelque chose qui va s'étendre petit à petit sur l'année 2024. Concrètement, on va les intégrer un par un petit à petit. Et après, on aura encore plein d'autres ça, je n'en doute choses. pas. Il y a bien des sujets à aborder. Je pense qu'on aura l'occasion de réaborder tout ça dans d'autres émissions. Pour tous ceux qui, par exemple, pilotent leurs infrastructures, je ne sais pas, avec du Terraform, par exemple, on peut imaginer un tas de choses avec ce genre d'outils. Et tout ça va se construire, et d'où l'intérêt, si vous êtes d'ores et déjà intéressé, de passer par la page de notre lab pour venir voir un petit peu, nous faire un retour de est-ce que, selon vous, ça vous convient d'ores et déjà aujourd'hui. Bah écoute, je te remercie, c'était plutôt clair. Si tu voulais rajouter quelque chose, vas-y, on est passé très vite sur le premier pilier, sur la partie SSO. Tu as raison. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, je n'en ai pas parlé dans la bêta, puisque le SSO, en fait, est une fonction qui est déjà disponible pour tous nos clients. On pouvait d'ores et déjà, sur le manager, fédérer des IDP externes via du SAML, pour rentrer dans les protocoles qu'on utilise. Donc, vous voyez, il y a déjà un certain nombre de documentations qui existent pour faire la fédération avec, de mémoire, on a déjà des guides pour du Azure AD, de la DFS, de l'Okta, du Google Workspace, qui sont déjà écrits. Après, on a pu tester et valider avec un certain nombre de clients, par exemple du Fusionote. Vous avez de la documentation qui vous est mise en lien là, au fur et à mesure que Guillaume vous le liste. Et de toute façon, je crois qu'on a déjà une fédération possible dès qu'il y a une interface avec SAML déjà. Voilà, globalement, tout ce qui parle SAML va être fédéré. Après, le SAML, ça reste toujours un peu... C'est un petit peu fourni, on va dire, riche. Un peu fin à configurer. Donc, on a quelques docs qui vous permettent de faire des choses un peu plus clés en main. Et puis après, normalement, à partir de là, vous pouvez reconstruire l'intégration avec n'importe quel IDP qui parle SAML. Et donc ça, par contre, c'est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez l'utiliser et vous connecter sur le manager avec avec un IDP, avec votre compte habituel. Si vous utilisez de l'Okta, utilisez votre compte Okta pour vous connecter sur le manager. Pas besoin de la bêta pour ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Donc comme ça, on est déjà pas mal. Une fédération, une gestion des politiques, on commence à avoir quelque chose qui est, ma foi, fort intéressant. J'espère que d'ici en juin, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour commencer à créer vos politiques d'accès et être le plus granulaire, le plus fin possible dans vos accès. C'est parfait. Dans les liens que vous avez vu passer, d'ailleurs, je rappelle, il y a le lien du Discord qui est passé, que Olivier nous a mis. N'hésitez surtout pas à vous connecter au Discord d'OVH Cloud. Les équipes sont présentes sur ce Discord et c'est aussi un lieu d'échange qui permet de, si vous avez des opinions particulières sur certains produits, notamment en l'occurrence tout ce qui est IAM, n'hésitez pas à venir échanger puisque c'est là où on va pouvoir avoir votre feedback et puis échanger avec vous, savoir dans quelle direction vous souhaitez partir. Tout est bon pour toi ce coup-ci, je t'ai laissé t'exprimer pleinement, tout va bien. Merci. Mais c'est moi qui te remercie. La démonstration s'est merveilleusement passée. On ne peut que apprécier cette phase concrète. Eh bien, on va terminer tranquillement cette émission. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous rappelle donc le Discord, vous avez vu le lien. Pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent voir soit ce qui s'est passé pendant cette émission, soit les émissions précédentes, nous avons en fait une chaîne YouTube qui va collecter tous les replays. Donc assez rapidement, on essaiera de vous partager celle-ci aussi. Donc ça peut éventuellement aussi être une autre source d'interaction. Vous êtes en train de voir la vidéo sur le replay, vous avez une question. On essaie de suivre un petit peu tous ces moyens. Nous avons en perspective, parce que c'est toujours bien de savoir qu'on continue d'animer nos créneaux Twitch, pour le mois de mai. Alors je ne m'engage pas sur la date parce que c'est en fin de discussion encore, mais sur la mi-mai, vers le 11, on me fait signe en régie que le 11 serait une bonne date. Voilà, entre le 10 et le 12 pour être un peu plus large. Il y aura une émission consacrée à l'aspect archivage en fait. Donc tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux, on annoncera les détails, la date et le contenu dès qu'il sera connu. Et puis pour l'actualité, c'est un peu tout ce qu'il y a aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger peut-être même en direct si on se croise sur certains salons et certaines conférences. Et sinon, n'hésitez pas, vous avez tous les moyens pour nous contacter, que ce soit Discord, notre support aussi dans certains cas.
Vous avez tous les moyens pour nous joindre. Je vous remercie. Je te remercie une dernière fois, Guillaume. Merci à la régie. Et puis, à très bientôt.